Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, c'était vraiment adorable, pour votre bienveillance, pour vos commentaires constructifs. Et plusieurs personnes ont suggéré que je me présente assez rapidement. Je vais devoir y passer. Donc, je m'appelle Méline, j'ai un diplôme de graphisme et je suis préparatrice en pharmacie. Donc je suis la personne qui vous vend vos Doliprane en fait. Et du coup, j'aime beaucoup tout ce qui touche à la mythologie, cosmogonie, tout ce qui est pharmacologie niveau plantes, tous ces genres de choses. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Alors bon, on retourne à notre vidéo. Donc, quand on pense aux artistes du 19e siècle, qu'est-ce qui nous vient en tête généralement? C'est l'archétype de l'artiste maudit. Un créateur brillant mais tourmenté, un artiste dont le génie semble lié à sa souffrance, à la mélancolie et aux excès. Et cette idée est devenue très populaire dans le mouvement romantique, notamment on a Baudelaire, le chef de file, et l'art permettrait de transformer cette souffrance en quelque chose de beau. Aujourd'hui encore, cette image continue de fasciner et on la retrouve parfaitement dans le club des 27, ce fameux club mythique qui rassemble des artistes de génie qui ont tous dû faire face aux excès. Mais est-ce que cette image correspond à la réalité? Lorsqu'on regarde les artistes du 19e, on voit en effet qu'ils côtoyaient pas mal de substances. On avait l'absinthe, l'alcool, le tabac et le café aussi d'ailleurs, ça reste quand même un produit psychotrope. Mais quel était le rôle de ces substances dans leur créativité? Et surtout, quel était le principal danger auquel ils étaient exposés? Car derrière les cafés enfumés, les ateliers bohèmes se cachaient d'autres risques méconnus, celui des pigments et des solvants que les peintres utilisaient pour leurs toiles. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Les artistes du 19e étaient plus menacés par les substances ou par les pigments de leur peinture? On va commencer par parler de l'absinthe, on va faire un petit détour au niveau de l'opium et on va faire une petite analyse de cas. Alors go. L'absinthe, du coup, tout le monde connaît ce mot, mais je pense que pas grand monde ne sait ce que c'est. Donc, l'absinthe est appelée la fée verte en raison de sa couleur verte assez particulière d'ailleurs. Donc, elle est fabriquée à partir de plusieurs plantes, notamment la grande absinthe qui s'appelle aussi l'armoise, et on retrouve aussi de l'anis et du fenouil. Les propriétés médicinales de l'absinthe sont connues depuis l'Antiquité. C'est un excellent stimulant de l'appétit notamment. Voilà. Mais l'absinthe que nous connaissons apparaît à la fin du XVIIIe et c'est au XIXe siècle qu'elle va vraiment exploser. Puisqu'avec l'industrialisation de la France, on va avoir l'occasion de produire beaucoup d'alcool à un moindre coût et l'absinthe devient alors très accessible. Elle est également associée aux soldats, donc lors de la colonisation de l'Algérie, où ils se soignaient avec de l'absinthe au niveau de la dysenterie. Et à l'époque, certains pensent qu'elle peut vraiment aider à soigner pas mal de maladies. Mais ce qui distingue surtout l'absinthe, c'est son degré d'alcoolémie. Les absinthes traditionnelles tournent de 55 à 72 degrés. Même dilué, ça reste quand même très très fort. Et pendant un bon moment, l'absinthe a été accusée de causer des hallucinations, de provoquer de la folie. Et cette réputation, elle la doit à une molécule qui s'appelle la thuyone. À très forte dose, la thuyone peut provoquer pas mal de soucis au niveau du système nerveux. Et avec des analyses modernes, on a prouvé que la thuyone qui était contenue dans l'absinthe était concentrée de très très faibles doses. Et dans la plupart des cas, les problèmes observés venaient surtout d'une consommation excessive d'alcool. Mais pour beaucoup d'artistes et d'écrivains, elle représentait la liberté, cette transgression des règles sociales, cette vie bohème, et elle est rapidement entrée dans la légende. L'autre grande substance qui va apparaître au 19e, c'est l'opium. Donc l'opium, ça se récolte sur les pavots somnifères, qui sont des gros coquelicots, en gros. On incise et le latex sort, et dans ce latex, on a de la morphine, de la codéine et de la thébaïne. On en retrouve déjà des traces chez les Sumériens, les Égyptiens, les Grecs et aussi les Romains. Et pendant très longtemps, il est utilisé comme médicament antalgique.
Il a plusieurs propriétés, il est sédatif, il calme la toux. Au XVIIIe et XIXe siècle, son usage est très répandu. Mais l'opium n'est pas seulement utilisé pour ses propriétés médicales, certaines personnes le consomment pour son côté psychotrope. Contrairement à l'image populaire qui pense que la morphine apporte tout ce qui est hallucination, on décrit rarement des visions extraordinaires dans les effets des opiacés. On retrouve généralement une sensation de chaleur, du bien-être, une profonde détente, un ralentissement des pensées et aussi de la respiration généralement, puisque les opiacés sont des dépresseurs respiratoires. On a aussi parfois une légère euphorie et ces effets séduisent les artistes romantiques. À cette époque, beaucoup cherchent à explorer les rêves, l'imaginaire et les émotions profondes. On a des auteurs comme Charles Baudelaire qui popularisent même l'idée des paradis artificiels et l'opium devient alors beaucoup plus qu'une substance. Il devient aussi un symbole du voyage intérieur, du rêve et de l'évasion. On va se poser une autre question. Est-ce que les drogues rendent créatifs? N'hésitez pas à laisser en commentaire si jamais vous prenez des trucs pour créer. C'est toujours intéressant. Voilà. Et du coup, à cette question, il y a une réponse qui est assez nuancée. En effet, certaines substances peuvent altérer tout ce qui est perception, couleur. On peut avoir une diminution de l'inhibition. On peut avoir aussi l'impression que les idées circulent beaucoup plus librement. Et les études scientifiques ne montrent pas qu'elles augmentent durablement la créativité. On a une étude menée en 1984 où les sujets pensaient avoir été beaucoup plus créatifs après avoir eu l'impression de boire de l'alcool. Et pourtant, les évaluations ne montrent aucune amélioration significative. En d'autres termes, ils avaient juste l'impression d'être plus créatifs. Et plus récemment, on a une étude menée en 2017 qui démontre qu'une légère consommation d'alcool pouvait parfois aider à résoudre certains problèmes créatifs, mais elle n'améliorait pas l'idée de créer davantage d'idées originales. Aujourd'hui, les chercheurs se sont mis d'accord sur un point. Les drogues peuvent modifier l'expérience de la création, mais elles ne créent ni le talent ni le génie. Et le mythe de l'artiste inspiré par des produits psychotropes est beaucoup plus une légende, un mythe romantique qu'une réalité. Mais les drogues et l'alcool n'étaient pas le principal danger dans la vie d'un peintre, car les artistes manipulaient des produits extrêmement toxiques et on va commencer par développer avec la céruse. Donc la céruse est aussi appelée le blanc de plomb et pendant des siècles, ça a été vraiment le produit phare. On fardait les élites, ce qui pouvait causer pas mal de soucis, on va dire, puisqu'il y avait des déchaussements de dents et des nécroses. Ça, on verra peut-être un jour. Les peintres l'appréciaient notamment pour son pouvoir extrêmement couvrant et son blanc lumineux. Mais le souci, c'est que la céruse contient du plomb. Et le plomb, c'est un métal très toxique. Une exposition répétée pouvait causer pas mal de soucis, notamment la maladie chronique liée au plomb qui s'appelle le saturnisme. Et les symptômes étaient très nombreux, donc on avait la fatigue, des douleurs abdominales, des troubles de la mémoire, une irritabilité. On a aussi des atteintes neurologiques et à ce niveau-là, si les enfants étaient exposés, c'était extrêmement dangereux. On avait pas mal de baisse de quotient intellectuel et tous ces symptômes pouvaient passer inaperçus pendant des années puisqu'on n'était pas au courant que la céruse pouvait provoquer autant de soucis et elle restait omniprésente dans les ateliers. Un autre pigment très populaire, c'était le jaune de chrome. Donc c'est une couleur vraiment éclatante obtenue à base de chromate de plomb. Autrement dit, elle contient du plomb et du chrome hexavalent qui est vraiment la forme la plus toxique du chrome. Et Van Gogh, avec toutes ses séries sur les tournesols, on peut voir qu'il avait vraiment une faiblesse pour cette peinture. Et Van Gogh, notamment, l'utilisait pas mal pour exprimer ses sentiments, tout ce qu'il ressentait. Ce jaune était très lumineux, éclatant, couvrant, pas très cher et relativement simple à mélanger avec les huiles. En revanche, il avait tendance à noircir avec le temps et une exposition prolongée à ce pigment pouvait causer pas mal de soucis de santé. Le chrome déjà est considéré comme un cancérigène. On pouvait avoir aussi des troubles digestifs, de la fatigue, des atteintes neurologiques, des irritations respiratoires et des céphalées.
Mais après le jaune de chrome, on a un autre pigment qui n'est pas mal non plus, c'est le vert émeraude. Donc parmi les couleurs les plus fascinantes du 19e siècle, on trouve vraiment ce vert émeraude qui a envahi les classes bourgeoises, qui a envahi les tapisseries, les robes, les gants. Ce pigment était fabriqué à base de cuivre et d'arsenic et sa couleur était vraiment magnifique. Malgré sa toxicité, il était vraiment omniprésent. Et cette couleur, ce vert particulier très vif, intense, les artistes étaient vraiment en adoration devant ce vert. Même si l'arsenic est connu depuis l'Antiquité comme toxique, la beauté du vert va l'emporter sur la raison et une exposition chronique pouvait provoquer une fatigue importante, des troubles digestifs, des atteintes neurologiques et une perte de poids. Et pendant des années, certaines personnes ont vécu entourées d'arsenic sans le savoir. Et les pigments n'étaient pas les seuls produits toxiques dans les ateliers. On avait aussi les solvants. Donc pour dissoudre les pigments et les appliquer sur la toile, ils utilisaient généralement la térébenthine. Donc la térébenthine, ça se trouve partout. Et cette térébenthine servait à diluer du coup la peinture, mais aussi à nettoyer les pinceaux. Et ces vapeurs pouvaient provoquer des maux de tête, des irritations, des voies respiratoires et aussi des vertiges. Pendant un bon moment, on a pensé qu'il était devenu fou à cause de l'absinthe, mais la réalité semble beaucoup plus complexe. Van Gogh consommait beaucoup d'alcool, il fumait beaucoup, buvait beaucoup de café et travaillait généralement jusqu'à l'épuisement. Il ne s'alimentait pas des masses, il manipulait régulièrement des pigments toxiques, notamment son jaune de chrome. Et avec tout ça, on avait aussi des antécédents familiaux. Un de ses frères s'est suicidé, sa sœur a été enfermée dans un asile et son frère était aussi connu pour être atteint de mélancolie. Donc c'était vraiment une dépression profonde. Et plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer ces problèmes de santé mentale. Dans la liste, on a le plus plausible qui est le trouble bipolaire. On a la dépression sévère, peut-être une épilepsie du lobe frontal, des épisodes psychotiques aussi, mais aucun diagnostic ne peut être confirmé avec certitude aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est que sa situation était due à de nombreux facteurs, pas d'une seule cause et pas d'une seule substance. Finalement, les artistes du 19e étaient exposés à deux types de dangers. D'un côté, on a les substances psychoactives comme l'absinthe ou l'opium. De l'autre, les produits toxiques présents dans leur atelier. Et avec le recul, il est même possible que les pigments utilisés par les peintres aient été beaucoup plus dangereux que les substances disponibles. Mais surtout, cette histoire nous rappelle une chose, le génie artistique ne naît pas de drogue, même si cela peut expliquer pas mal de choses au niveau des parcours des peintres. Il ne naît pas non plus de la souffrance, même si cette souffrance peut parfois influencer une œuvre, et les substances peuvent modifier cette expérience. Bon, eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté. J'espère que l'addiction allait mieux. J'ai vraiment tenté quelque chose. Je vous ai mis toutes les sources et les liens en description si vous voulez creuser un petit peu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui pourraient être améliorées. Je me doute qu'il y en a pas mal. Puis voilà, si jamais vous avez une idée de vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire que vous voudriez que je fasse. Voilà. Eh ben, merci beaucoup et puis bisous!